Bonjour, savez-vous quel est le point commun entre Emma Watson, Édouard Baird, Charles Perrault, une poubelle et ce champignon? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Ils viennent tous de Paris. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de leur ville d'origine. Ah, Paris, la ville lumière, la cité de l'amour, la capitale de la mode ou encore la capitale de la gastronomie. Ouais, mais on va pas parler de ces aspects-là en fait. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons, comme à notre habitude, nous renseigner un peu sur notre destination. Paris est la capitale de la France, et c'est la seule commune française qui est aussi un département. D'ailleurs, petite digression, pourquoi le département de Paris a le numéro 75 alors que si on suit l'ordre alphabétique, il devrait avoir le numéro 62? Eh bien tout simplement parce qu'à la base il y avait le département de la Seine qui a été divisé en 3 départements distincts. Les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Sauf que de cet ancien département de la Seine, il est resté Paris, toute seule, abandonnée. Du coup, elle est devenue son propre département et a conservé le numéro 75. Aujourd'hui, Paris compte un peu plus de 2 millions d'habitants et est la 3e ville la plus visitée au monde avec 16 millions de touristes par an. En ce qui concerne l'histoire, celle de Paris est très riche. Donc je vais essayer d'en faire un résumé adéquat. À la base se trouvaient les Parisis, une petite tribu gauloise qui fonda la ville au IIIe siècle avant notre ère. Enfin, ville c'est vite dit, c'était plutôt un ensemble de cabanes et de huttes en bois et en torchis. Les Parisis développèrent et fortifièrent leur cité qu'ils appelaient Oppidum Parisiorum. Malheureusement pour eux, la ville est prise et brûlée par les Romains en 52 avant notre ère. Pour marquer le coup, ces derniers décidèrent de reconstruire une ville au même endroit avec un centre religieux situé sur l'île de la Cité. Ainsi est né Lutèce. Pour l'anecdote, le christianisme est introduit en 250 au sein de Lutèce par l'évêque Saint-Denis. Oui, d'où la Seine-Saint-Denis, c'est fou, je sais. La vie à Lutèce est assez luxueuse grâce à la Seine qui est un indéniable atout pour le commerce fluvial. Mais surtout, la vie est paisible. Le peuple déambule sur le forum ou se prélasse dans les thermes de Cluny, tandis que les plus aisés vont se divertir dans les arènes. Cependant, lors du IIIe siècle, les Romains sont forcés d'abandonner la ville face aux invasions des Germains qui, en 360, renomment Lutèce en Paris. Ensuite, en 451, les Huns du terrible Attila projettent d'attaquer la ville, mais finalement ils se dégonflent. On fait un bond de 400 ans et on se retrouve en 885. Paris est passé aux mains des Mérovingiens, puis des Carolingiens, qui, cette année-là, se font assiéger par les Vikings venus en nombre avec 40 000 soldats. Le siège s'attarde, 2 années passent, les Parisiens commencent à mourir de faim. Jusqu'à ce qu'un beau jour, le roi Charles III, dit le Gros, suggère aux Vikings d'aller piller la Bourgogne, ce qu'ils font avec plaisir. Ça c'est pas cool Charles. À partir de la fin du 1er millénaire, les Capétiens font de Paris la capitale du royaume des Francs. Et de nombreux rois se succèdent pour agrandir, renforcer et développer la ville, avec par exemple la construction des 2 châtelets, le Grand et le Petit, qui protègent les accès à l'île de la Cité, l'installation d'un nouveau mur d'enceinte, ou encore l'édification de la forteresse du Louvre et de la cathédrale Notre-Dame. Bon, malheureusement, au cours du XIVe siècle, cette prospérité est coupée assez nette par la guerre de 100 ans et surtout par la peste noire qui décime la moitié de la population. Pour continuer dans la catégorie des événements hyper joyeux, Paris est fortement affecté par les guerres de religion au XVIe siècle, dont le point d'orgue fut le massacre de la Saint-Barthélemy. Dans la nuit du 24 août 1572, plus de 2000 protestants sont tués par les catholiques. Ah, et puis après évidemment, le 14 juillet 1789, il y a la prise de la Bastille. Enfin, sous le Second Empire, Napoléon III et Georges Haussmann organisent une grande transformation de la ville qui passe notamment par l'élaboration de grandes avenues qui font aujourd'hui sa renommée. La renommée architecturale de Paris qui a bien failli totalement disparaître. En effet, peu avant la libération de la ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler a ordonné au gouverneur de Paris de faire sauter tous les monuments et tous les ponts de la ville si elle était défaite. Mais le gouverneur, après mûre réflexion, a fini par se dire « Non, ça y est, on en a fini avec les étapes clés de l'histoire de Paris. Il y avait de quoi dire. » Et pour la seconde partie de cette vidéo, nous allons faire durer le plaisir en nous penchant sur une sous-partie de l'histoire avec un grand H, l'histoire naturelle. Au cœur du Jardin des Plantes se trouve l'un des chefs-lieux parisiens de la science, le siège du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais pourquoi le siège, me direz-vous? Eh bien, parce que même si l'on y trouve de nombreuses galeries et plusieurs jardins, bien d'autres sont répartis au sein de la capitale, en Île-de-France et même dans tout le pays. Vous l'aurez compris, le Muséum d'Histoire Naturelle n'est pas juste un seul et unique bâtiment. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette institution, voici une liste de ses sites.
Bon, ça fait beaucoup, je vais pas tout vous détailler, donc n'hésitez pas à faire pause. Dans le cadre de notre virée au Jardin des Plantes, nous allons visiter 2 des 7 galeries présentes sur le site. La première d'entre elles est la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Inaugurée en 1898, elle occupe une surface de 2500 m² répartie sur 3 étages. Et elle abrite pas moins de 3 millions d'objets qui ne sont évidemment pas tous présentés. Mais quand même, ça fait beaucoup d'objets. En entrant dans le bâtiment, on est plongé dans une atmosphère étrangement calme, comme si le temps s'était arrêté depuis désormais plus d'un siècle. On y découvre un gigantesque troupeau de squelettes d'animaux qui nous inspire à la fois de la crainte et de la fascination. De la crainte en effet, car on pourrait se croire soudainement immergé dans l'univers de Game of Thrones, face à la morbide armée zombique du Night King, dangereusement silencieuse, attendant calmement l'assaut à venir. De la fascination ensuite, car on ne peut s'empêcher d'imaginer ces carcasses revenir à la vie une fois le musée fermé, une idée qui nous pousse à envier Ben Stiller dans la trilogie de la nuit au musée. La rangée principale regroupe de très nombreux mammifères, parmi eux les grands herbivores de la savane, les survivants du désert, ou encore, mes préférés, les animaux à bois. Tandis que cette organisation nous paraît plutôt logique, on est assez déconcerté par certains squelettes, comme cette panthère et cette otarie, forcés de cohabiter malgré leur mode de vie divergent. Dans certaines vitrines, on peut observer de plus petits animaux, tels que des primates et des oiseaux. D'autres vitrines, collées aux murs latéraux, exposent de plus petits ossements comme des crânes, visibles ici sous un très joli reflet. Puis il y a les animaux aquatiques et semi-aquatiques, présents en nombre eux aussi. Un morse, essayant de communiquer avec un très mignon hippopotame nain. 2 autres hippopotames, bien plus gros, les surveillant. Un groupe de tortues, bien heureuses de ne pas être à la merci des terrifiants alligators et gavials. Un narval, honorant fièrement son surnom de licorne des mers. Un dauphin, définitivement moins joli sous cette forme. Une baleine, dont les fanons sont assez impressionnants. Et enfin, la pièce maîtresse, un immense rorqual de 20 mètres de long. Et si vous ne savez pas ce qu'est un rorqual, eh bien, vous êtes comme moi. Bon, j'ai regardé sur internet, et en fait c'est une espèce de baleine, qui est le 2e plus grand animal actuel, juste derrière la fameuse baleine bleue. Tout au fond de la galerie, surélevée d'à peine quelques centimètres par rapport au niveau du sol, une mâchoire inférieure de baleine à bosse fait son petit effet. Et c'est à se demander si c'est fait exprès, parce qu'en se retournant, on se retrouve face à la partie la plus bizarre du musée, les curiosités scientifiques. Alors, je vous préviens, vous vous apprêtez à voir des plans assez dérangeants, donc si vous voulez pas les voir, je vous mets le petit timecode qui va bien. Bon, si vous êtes encore là, c'est que comme moi, vous avez envie de voir des choses étranges. Eh ben c'est parti. Ah oui, les spécimens sont exposés dans des vitrines, donc il y a inévitablement quelques petits reflets, mais bon, on en voit bien assez. Allez, c'est vraiment parti. Avez-vous déjà vu Une langue de bœuf? Possible. Mais... Avez-vous déjà vu une langue de panthère, de hyène et d'ours? Maintenant, oui. Aujourd'hui, on connaît énormément de choses sur l'anatomie des mammifères et notamment celle de nos cousins les singes. Mais pour en arriver là, il a forcément fallu étudier d'authentiques spécimens. Eh bien, l'un d'entre eux, celui d'un bébé orang-outan, est exposé à la vue de tous. Ah, et il y a un petit chaton aussi, et un bébé macaque. Bon, par contre, ça c'était pas des curiosités scientifiques, hein. Non, non. Alors que des fœtus et des squelettes d'agneaux siamois, ça c'en est, des curiosités. Allez, je vous propose de faire un petit point vocabulaire médical, et plus précisément de tératologie, la science des monstres. Un cyclope est un être avec un seul œil situé au milieu du visage, comme ce cochon. Acéphale signifie sans tête, comme cet agneau. Bicéphale et altodyme sont des synonymes et signifient doté de 2 têtes pour un corps, comme ce sanglier, ce chat et cette vipère. Péracéphale signifie sans tête ni bras et avec un thorax incomplet, comme cette chèvre. Enfin, les mots d'éradelphe et d'érodyme désignent 2 individus réunis par le cou, comme ce cochon, ce cobaye et ce canard. Bon, et après, il y a d'autres spécimens qui se passent tout simplement de commentaires. Rebonjour aux personnes qui sont venues directement à ce moment de la vidéo. Après nous être régalés avec l'anatomie comparée, on va remonter quelques milliers, et aussi quelques millions, d'années en arrière en montant à l'étage de la galerie de paléontologie. Alors, petite info sur cette collection, tous les squelettes de dinosaures visibles sont en fait des moulages. Par contre, ces 2 squelettes de mammouth, eux, sont totalement authentiques. Ce qui est intéressant avec cette galerie, c'est qu'elle ne porte pas uniquement sur les dinosaures. En effet, on y retrouve de nombreux animaux préhistoriques qui, par leur dimension, nous impressionnent plus les uns que les autres. Il y a donc les mammouths que j'ai déjà évoqués, mais aussi certains cervidés avec ce très joli crâne, et oh mon dieu, mais regardez-moi la taille de cet élan! Mais c'est pas des bois, c'est une luge de place! Alors, je dois dire que j'aime beaucoup cette espèce de marsupial, il a l'air tout mignon. D'ailleurs, quasiment chaque vitrine est dotée de ces dessins qui mettent en scène les animaux exposés, ce qui apporte, je trouve, un véritable plus à la visite.
Par exemple, ces crânes de panthères à dents de sabre sont déjà impressionnants, mais ils le sont d'autant plus lorsque l'on voit à quoi ressemblait probablement cet animal. Également, en observant ce squelette, on n'imagine pas vraiment l'allure de son propriétaire, alors qu'en regardant le dessin, on découvre un immense loup des cavernes. En se rapprochant de l'allée centrale, on tombe nez à nez, ou plutôt nez à cul, avec un glyptodon, un tatou géant qui pesait 2 tonnes. Mais c'est fou comment à l'époque tous les animaux étaient démesurés. Un tatou géant, un loup géant, bientôt ce sera quoi, une autruche géante qui pond des œufs géants? D'ailleurs, en parlant de géant, regardez-moi la taille de ce squelette. Il est gigantesque. Mais le plus fou, c'est pas tant sa taille, c'est sa tête. Ah, c'est conceptuel, hein, on dirait un mélange entre E.T. et Alf. Bref, éloignons-nous de notre E.T. Alf et marchons à peine quelques mètres de plus. Nous venons subitement de remonter plusieurs centaines de millions d'années, nous voilà au temps des dinosaures. Alors, je dois dire que quand j'étais plus jeune, j'étais absolument fan de dinosaures. Donc j'en connais quelques-uns. Là, clairement, on voit un T-Rex. Ah non, c'est juste un Carnotaurus que j'ai totalement mal cadré. Voilà qui est mieux. En revanche, je suis assez confiant pour dire que ceci est un iguanodon. Petite astuce, on le reconnaît facilement grâce à ses pouces très pointus. Au passage, un iguanodon adulte, c'était 5 mètres de haut pour 10 mètres de long. Rien que ça. Eh mais, ce corps très allongé. Mais oui, c'est bien un Diplodocus. Alors lui, c'était un de mes préférés. Un herbivore qui mesurait 25 mètres de long. 25 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si on vivait au temps des dinosaures ou même de la préhistoire, on serait toujours en danger sur Terre. Et si c'était le cas et qu'il vous viendrait à l'idée de prendre la mer pour vous mettre à l'abri, laissez-moi vous dire que ce serait pas forcément mieux. Non, parce qu'à l'époque, les crocodiles y rigolaient pas. Et si en plus, par miracle, vous avez réussi à rester en vie, surprise! Je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré découvrir cette galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Je suis retombé en enfance tout en ayant mon regard d'adulte, ce qui m'a offert une visite mêlant parfaitement découverte totale et nostalgie profonde. C'est beau ce que je dis. En tout cas, il est temps de quitter ce bâtiment pour nous rendre dans la galerie voisine, la Grande Galerie de l'Évolution. En 1889 est inaugurée une galerie de zoologie. Appréciée du grand public, son état se dégrade peu à peu et elle est fermée en 1966. 28 ans plus tard, après des rénovations de fortune suivies d'un grand chantier, la Grande Galerie de l'Évolution ouvre ses portes le 21 juin 1994. En déambulant à travers ces 6000 mètres carrés d'exposition, on découvre des environnements variés, disposant chacun de leur propre ambiance lumineuse. Au niveau 0, on plonge dans le voile bleuté des milieux marins. Nos yeux se laissent alors porter des littoraux aux récifs coralliens, des oiseaux aux mammifères, en passant même par certains animaux disparus aux allures de Pokémon. En suivant la lumière et en gravissant un étage, on arrive dans ce qui semble être une nouvelle arche de Noé. On y retrouve le jaguar, le tapir et le tamanoir des forêts tropicales, mais surtout une immense caravane d'animaux d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest. Des hippopotames et des rhinocéros imposants, des girafes majestueuses, un crocodile nain bien plus petit, des antilopes innocentes et d'autres mammifères herbivores, apparemment pas inquiétés par les dangereux guépards et hyènes rôdant non loin de là. Ici, proie et prédateurs apparaissent en parfaite harmonie, dans une scène qui semble figée dans le temps, et qui rappelle un certain film d'animation. Au niveau des étages supérieurs sont concentrés des animaux issus d'habitats très variés. En témoigne cette tortue terrestre côtoyant des chauves-souris, ce gavial accompagné d'un crotal, ce magnifique casoar, ou encore ces ornithorynques. Bah te v'là, Perry. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie considérable des expositions met en avant l'impact de l'être humain sur la sphère animale, en partant des ressemblances avec nos cousins les singes, puis en passant par un échantillon très réduit des nombreuses espèces domestiquées par nos soins, et en terminant par une salle dédiée aux espèces à ce jour disparues ou très menacées, pour la quasi-intégralité à cause de l'action humaine. Et c'est finalement ça que je retiendrai de cette visite de la Grande Galerie de l'Évolution. Le monde animal est riche, extraordinaire et prospère, à condition qu'il soit protégé des actions humaines, sous peine d'être amputé bien malgré lui d'un nombre colossal de merveilles de la nature. Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode de notre découverte de Paris. Une ville qui fait preuve d'une histoire intense et d'une histoire naturelle passionnante. Cependant, ce n'est qu'un bien maigre échantillon de ce que l'on peut découvrir à Paris, et l'on en apprendra plus dès le prochain épisode qui arrivera d'ici 2 semaines. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour me montrer votre soutien. C'était l'Explorator, à plus tard!